Désolé, chers amis, pour cet incident, semble-t-il, technique, des imprévus du direct. Tahar Khelfoun, vous êtes avec nous? Oui, rebonsoir. Rebonsoir Tahar, désolé, vous qui nous avez demandé directement au but. Donc, M. Chengriha qui déclare que l'armée ne fait pas de politique et comme par hasard, vous venez de commettre dans la presse nationale, Al-Watan et le matin, une contribution majeure. Daoula Madani Machi Askaria, vous expliquez, vous revenez sur l'historique du rôle de l'armée dans le politique algérien depuis l'indépendance et même avant. Et vous allez au fond du sujet. Et je vais me contenter de lire un paragraphe, celui qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Alors, le projet de révision constitutionnelle en cours a prévu abruptement, article 30, que l'armée défend les intérêts vitaux et stratégiques du pays. Alors vous dites, une bombe à retardement. Il n'y a aucune raison valable pouvant justifier l'introduction de cette disposition dans le corpus constitutionnel. Vous dites bien corpus. L'impression de sa formation est sujette à interprétation extensive et équivoque. Elle introduit de l'incertitude sémantique, ouvrant ainsi la voie à une lecture susceptible de donner lieu à une reconnaissance constitutionnelle du rôle politique de l'armée, alors que ce rôle, même s'il est exercé de facto, n'était pas reconnu de jure depuis la Constitution de février 1989. Et je n'en dis pas plus. Je vous laisse nous expliquer ce que vous voulez dire exactement. Tahar Khelfoun. Oui, c'est exact. À partir de... Auprès de nos téléspectateurs et essayez de vous inviter pour demain ou après, le jour qui vous conviendra. Nous ne pouvons pas ainsi continuer dans de telles conditions. Nous ne pouvons pas continuer dans de telles conditions. Nous nous en excusons, Tahar Khelfoun, et je vous prie très humblement de nous excuser pour ces incidents répétés. Merci infiniment, Tahar. Au plaisir de vous retrouver bientôt. Alors, Brahim Younsi, Idir Ounoran. Brahim Younsi, Tahar Khelfoun a levé un lièvre, réellement. Parce que là, il parle de corpus, hein, c'est dans le texte de la Constitution, hein, ça veut dire dans les dispositions même. Là, jusque-là, on n'avait pas donné de rôle précis à l'armée qui avait le pouvoir politique de facto et de jure. Mais là, on l'exprime clairement. Clairement, on est en train de dire que l'armée, désormais, avec cette disposition de la Constitution, de l'article 30, désormais, elle peut jouer un rôle politique de façon constitutionnelle. C'est fort possible, elle le joue, d'ailleurs. Oui. Non, mais là, de façon constitutionnelle. Oui, elle le joue. Ça veut dire son rôle va être légitimé. Ce n'est peut-être pas la même interprétation telle que c'est exprimé dans la future constitution, entre guillemets, qui de toutes les façons va passer comme une lettre à la poste, comme les précédentes. Oui. Mais ces dispositions, ou ce type de dispositions, était déjà prévu par la précédente constitution dans son préambule. La constitution a donné un rôle, et un rôle quasiment politique. Dans le préambule, pas dans le corpus. Oui, mais c'est peut-être pour ça que Tahar Khelfoun a précisé. C'est possible, oui. C'est possible. Mais déjà... Alors, est-ce que vous pourriez nous lire, est-ce que vous avez le préambule sous les yeux? Je vais le... Oui. Pour voir si réellement... parce que le préambule, c'est important. Oui, mais d'autant que la Constitution... D'autant que la Constitution intégrante. C'est ça. Et la Constitution algérienne le précise. Oui. Il y avait eu un problème avec la Constitution française sur le préambule de la Constitution de 1946 qui avait été repris par la Constitution de 1958. Oui. Et ce n'était pas précisé que le préambule faisait partie intégrante de la Constitution de 1958. Donc il y avait eu un quiproquo juridique. D'accord. C'est la raison pour laquelle la Constitution algérienne précise que le préambule
fait partie intégrante de la Constitution. Clairement, c'est précisé comme ça. Oui, très bien. Ça veut dire qu'il n'est pas besoin qu'une disposition soit dans le corpus pour être appliquée. Pour être appliquée. Même dans le préambule, même si elle a une simple signification de principe, de fond, de général, elle reste applicable, elle légitimise en quelque sorte. Tout à fait. Et là, c'est la matrice, en fait. Tout à fait, absolument. Donc, alors, lisez-nous un peu. Le préambule de la Constitution précédente dit « Digne héritière de l'armée de libération nationale, l'armée nationale populaire assume ses missions constitutionnelles avec un engagement exemplaire, ainsi qu'une disponibilité héroïque au sacrifice chaque fois que le devoir national le requiert. Le peuple algérien nourrit une fierté et une reconnaissance légitime à l'endroit de son armée nationale populaire pour la préservation du pays. » Pour la préservation du pays. Contre toute menace extérieure. D'accord, contre toute menace extérieure. Et pour sa contribution essentielle à la protection des citoyens, des institutions. Oh là là là. Et pour ça, attendez, on va voir. Et pour ça, voilà. Répétez. Ça. Donc, protection. Et à la protection des citoyens. Des citoyens. Des institutions. Des institutions. Et des biens. Et des biens. Ça veut dire que l'armée, en fait, elle avait déjà un rôle assumé par la Constitution. Tout à fait. Et un rôle politique. Et politique. Puisqu'elle est chargée de protéger non pas les frontières, mais les institutions. Voilà. Donc voilà, d'une manière ou d'une autre. La porte ouverte à toutes les interprétations qu'on veut. Quoi. Donc l'armée a toujours joué. Et ça, depuis... bon, vous allez en parler la prochaine fois avec Tahar Khalfoun. Je viens de prendre connaissance, dommage, de son article qui est long. Donc je l'ai parcouru un peu comme ça, de façon diagonale. J'ai vu un certain nombre de choses effectivement assez intéressantes. Mais... Dans les premières années de l'indépendance, bien sûr, on a toujours la même interprétation des choses. Mais lui, les juristes, il aurait pu insister davantage sur cette question. L'État et le parti étaient deux entités confuses. L'État et le parti, c'était la même entité. Oui. Et le parti étant une entité également, donc... L'armée devait être de façon mécanique sous l'autorité du parti. Et c'est ce que la charte d'Alger avait... D'ailleurs, Tahar Khalfoun le dit à un certain moment. Comme je ne l'ai pas lu... Le parti FLN était composé aussi d'officiers supérieurs, de représentants de l'armée, y compris des soldats, qui étaient en tenue à l'intérieur du comité central. Donc on a intégré l'armée dans le politique, c'est clair. Mais l'armée ne devait pas jouer le rôle qu'elle a joué après. Qu'elle a joué plus tard. Mais là, Brahim Younsi... Elle a joué après 65. Après 65, après, la précision s'impose. C'est après 65. Oui, mais oui, après le coup d'État de Boumediene. Mais là, Brahim Younsi et Dirou Noren, Tahar Khalfoun relève que l'article 30 précise quelque chose d'assez... C'est vraiment ouvrir la porte à tous les vents. Hein. Regardez, l'armée défend les intérêts vitaux et les intérêts stratégiques du pays. Ça veut dire qu'on peut tout interpréter. Ça veut dire l'armée peut se mêler de tout, puisque tout peut être considéré comme vital, tout peut être considéré comme stratégique. Tout à fait, parce que qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce fameux article 30 qui dit expressément, qui dit expressément l'armée défend les intérêts vitaux et stratégiques du pays. Qu'est-ce qu'on met dans les intérêts vitaux? Qu'est-ce qu'on met dans les intérêts stratégiques? Ça, c'est pour ça que Tahar Khalfoun, que je félicite pour son article, a dit c'est une interprétation qui peut être... C'est une bombe à retardement. Oui, une bombe à retardement. Et si vous voulez, sa formulation est sujette à interprétation équivoque. Oui. Donc le débat reste ouvert, ça c'est un. Et ce qu'il dit aussi, et j'ai peut-être une petite nuance avec Brahim, il dit on a toujours eu une reconnaissance de facto, mais pas de jure. Or là, l'interprétation de l'article 30 rend peut-être... les deux, de jure et de facto. Ouais. Par ailleurs... Ça veut dire dans les faits et en théorie. Oui, mais moi, ce qui me... Bon, je ne suis pas juriste, évidemment, j'essaye d'analyser un peu politiquement, modestement, c'est que cet article-là peut laisser ouvert que l'armée, telle que c'est formulé, et finalement, elle a un rôle, comme je le disais à Brahim, et il m'a trouvé le mot, supra-constitutionnel. Et à ce moment-là,
toutes les interprétations sont possibles. Je pense qu'on aurait pu faire l'économie de ce conflit, à la fois de juristes, des débats d'école, et carrément le supprimer. Et ils ouvrent encore la boîte de Pandore, et puis c'est cette dynamique-là qui est malsaine. Les constitutions, et la constitution algérienne en particulier, c'est une question qui pose effectivement le droit, mais aussi c'est des constitutions politiques. C'est des constitutions politiques. Et la constitution... Mais toutes les constitutions sont politiques. Pas forcément. De mon point de vue. Il y a des... Pas forcément. Il y a des constitutions... Ça veut dire qu'à partir du moment qu'elle légifère et qu'elle dispose de tous les domaines de l'activité nationale... Au niveau de l'exercice du pouvoir, voilà. Là, plutôt. Là, c'est les constitutions organisent les pouvoirs. Oui. Tout à fait, voilà. Organisent les pouvoirs. Oui, donc elles sont politiques. Éminemment. Oui. Mais si vous posez la Constitution telle que la posent certains théoriciens, comme Carl Schmitt par exemple, elle défend un régime politique. Oui. Et c'est ce qui se passe chez nous. Absolument. Mais pardon, Brahim, juste, il faut que tu expliques, le régime politique, c'est quoi? C'est le régime politique, c'est pas l'organisation et de l'idéologie, c'est le régime monarchique ou le parlementaire ou le présidentiel ou semi-présidentiel. La vraie notion juridique du mot régime. Oui, bien sûr. Voilà, c'est elle juste défend la le régime précision. politique, mais pas seulement. Tout à fait. Mais pas seulement. Parce oui, qu'elle après, évidemment. Elle défend aussi, comme c'est le cas de l'Algérie, une orientation politique, un système politique et une idéologie politique. Ah, évidemment. C'est dans ce sens-là que Carl Schmitt, dans ses travaux sur la Constitution, défend le Troisième Reich, défend le nazisme. Mais on a Mais si vous permettez, oui. cette question du pouvoir militaire ou de la subordination du pouvoir militaire au pouvoir civil, c'est posé dans tous les pays du monde, il faut le dire. Sauf que nous n'arrivons pas à la régler. Tout à fait. Elle s'est même réglée en Prusse, où c'était l'État militaire par excellence. Oui, mais Brahim Younsi, pardon de vous interrompre, n'oubliez pas ce que vous allez dire, parce que on a le sentiment très inconfortable dans l'ancienne Constitution, le préambule de l'ancienne Constitution concernant l'armée, comme dans cet article 30, que l'armée est une entité à part, qui dispose d'une force quasi autonome, d'un pouvoir quasi parallèle. C'est la raison pour laquelle il a parlé de supraconstitutionnalité. Oui, mais en fait, l'armée, ça ne devrait pas être ça. L'armée devrait être un corps doté de la force publique et de la force militaire pour défendre le pays et qui est sous les ordres des représentants du peuple, en l'occurrence le chef de l'État. Les politiques. Et le Parlement. C'est ce que disait aux États-Unis, par exemple, sous le Congrès. Mais là, en l'occurrence, c'est une entité. C'est que Brahim a tout à fait raison quand il dit on n'a pas réglé le problème de la subordination de l'armée au pouvoir politique. Comment édicter des règles? Elles doivent être édictées. Comment peuvent-ils sortir? Parce qu'en fait, quand on dit Dawla Madaniya ou Machia Askaria, le titre, en fait, de la contribution de... Oui, mais en fait, il faut donner du sens à ça. Du sens non seulement théorisé, mais avec ce que fait donc l'état-major dans l'intervention et l'interventionnisme sur l'exécutif, sur les préfets, sur les walis, sur etc. C'est comment les retirer. Parce que là... j'aimerais le dire aussi, c'est qu'une constitution, même un préambule de constitution, ne se construit pas sur de l'idéologie, M. Benchenou. Elle se construit sur des valeurs. Je ne sais pas si Brahim sera d'accord. D'abord sur des valeurs. Les idéologies, c'est les partis politiques, c'est les corps intermédiaires qui développent ce qu'ils veulent à ce moment-là. Mais la Constitution, ça doit être un pacte d'union nationale et ça doit être un pacte rassembleur. Et à la fois dans le préambule et à la fois dans les dispositions institutionnelles. Dans la compréhension actuelle de la Constitution, c'est la Constitution et la norme des normes. Dans la hiérarchie, c'est elle qui... C'est la source des lois. C'est la hiérarchie des normes. Oui, voilà. Donc c'est elle qui pose les normes. Et un des maîtres de Tahar Khalfoun, qui n'a pas été son professeur, Duguit a travaillé sur le plan du droit public. Pourquoi dites l'un des maîtres? Parce qu'il est cité en référence? Bien sûr, évidemment. Duguit, c'est un grand maître du droit.
que Tahar Khalfoun doit connaître. Tahar Khalfoun, qui lui aussi est un éminent juriste. Oui, Il faut le doit rappeler. connaître sur le bout des doigts. Oui, donc Duguit, qui parle de l'armée, de la subordination de l'armée au pouvoir politique, dit que l'armée devrait être une machine inconsciente ou une force inconsciente. Elle n'est pas dotée d'une volonté. Non, une force inconsciente. Encore moins d'un pouvoir. Absolument. Ouais. Une force inconsciente entre les mains du pouvoir politique. C'est dire que ça veut dire c'est une force sans pouvoir et sans effet sur le pouvoir. Absolument. C'est dire que la question du pouvoir politique et du pouvoir civil s'est toujours posée, y compris en France. Et vous savez qu'en France, c'est le pouvoir militaire intervenait jusqu'en 1958. D'ailleurs, en Algérie, on lui avait donné tous les pouvoirs. Ah, absolument. Tous les pouvoirs. Et c'est, paradoxalement, c'est le général de Gaulle, militaire, qui a limité le pouvoir de l'armée. Mais attention, oui, je vous dis une chose. Ouais. Quand le président Chirac a été élu, son directeur de cabinet, il avait tellement peur d'être écouté par la DGSE et le reste, a dit à son directeur de cabinet, venez me nettoyer le bureau. C'est une anecdote véridique. C'est pour dire l'omniprésence à la fois des services de sécurité et de renseignement et de l'armée. D'ailleurs, cette question-là s'est posée, le pouvoir de l'armée dans le politique s'est posé au moment de l'élection de Macron. La querelle, la dispute avec son chef d'état-major, qui a démissionné. Oui, parce que la tradition est comme cela. C'est la tradition. Par contre, je voulais juste rajouter sur quelque chose que vous avez dit et qui est important, c'est que l'armée, en plus, notre armée, je pense que d'autres armées dirigées par à la fois des autocrates et des militaires, elle est complètement autonome, M. Benchenouf. C'est ce que, oui, ce que j'ai dit. Elles ont leurs écoles de formation. C'est une entité. Elles ont leurs centres de vacances, elles ont leurs caisses, elles ont leurs tribunaux. Elles ont leur budget qui n'est contrôlé par personne. Oui, elles ont leurs tribunaux, elles ont leurs centres de vacances, elles ont tout. Et il n'y a pas d'organisme de contrôle, quelconque organisme de contrôle, qui peut avoir droit de regard sur le budget, les activités et le budget de l'armée. Alors, si vous le voulez bien, on va se livrer un petit exercice sémantique. Si je vous demandais de me traduire Doula Madaniya Machi Askariya, Brahim Youssi. Et tout simplement, littéralement. Littéralement et puis en substance. Civil. Littéralement, c'est dit, c'est un état civil et pas un état militaire. D'accord, ça c'est la traduction littérale. Cela veut dire que l'état civil, c'est la légitimité populaire. Et c'est la volonté populaire qui s'exprime. D'accord. Alors qu'aujourd'hui, et même si l'armée devait Mais si on traduit comme ça, littéralement, état civil, pas militaire, ça n'a pas de sens pour une oreille occidentale, par exemple. État civil, pas militaire. Il n'y a pas d'état militaire. Oui. Si, il y a eu, on a parlé. On a eu, mais dans l'histoire, il y a eu. C'est la raison pour laquelle. La Prusse, par exemple. Oui, par exemple, et pas seulement. Mais par exemple, quand on pose le problème de l'ex-Union soviétique, y compris de la Russie aujourd'hui. Oui. De la Russie aujourd'hui. C'était le KGB qui avait la haute main sur. Voilà. Or, chez nous, c'est la même chose. Parce que notre système a été quasiment calqué sur le système soviétique dès 1962. Et ça je le dis volontiers. Oui. Je le dis volontiers. Dès 1962. Parce qu'on a choisi, il y a eu dès 1963, une querelle entre l'État, qui était le gouvernement de Ben Bella, et le parti que Dorkhedar était le secrétaire général. Ce qu'ils appellent Idara à l'époque. Oui, mais curieusement, Brahim Youssi, autant c'était la photocopie de l'URSS en matière militaire, politique, dogmatique, autant sur le plan administratif et politique, c'était la photocopie de la France, jacobine. Ça, c'est c'est arrivé après. Le Conseil d'État, le Sénat, le Parlement. Monsieur Benchenouf, par rapport à ça, et là je diffère peut-être au niveau de l'approche historique un petit peu. Mon ami Tahar Khalfoun, d'ailleurs, il a fait un texte magnifique. Il dit que le proto-État, c'était la Soumam. Pour moi, le proto-État, c'est 62, quand l'armée des frontières est arrivée. Il n'y avait pas d'État.
et que le proto-État, c'était l'armée. Donc tout découle de ce que vient d'élaborer Brahim. C'était le proto-État. Mais la Sommam avait dit justement la primauté du civil sur le militaire, alors qu'on était on parle en état de guerre. Du politique. Du politique sur le militaire, alors qu'on était en état de guerre. Oui, oui, mais moi je parle du proto-État tel qu'il a été développé par Taharisi. C'est dommage qu'il ne soit pas là. Donc je ne pourrais pas parler avec lui. J'en parlerai au téléphone avec lui. Ce qu'il a lieu de dire aussi, ce n'était pas le système. N'oubliez pas une chose, c'est qu'au CNRA, le congrès de Tripoli, ce qu'on a appelé le congrès, le CNRA était au 4/5e, M. Benchnouf militaire. Oui. Moins que ça. Non, je dis 4/5e à la louche, voilà, je caricature. Je caricature, mais des civils n'avaient pas beaucoup, hein, à part... Alors, donc si je vous proposais une traduction en substance, parce que littéral, je crois que ça ne peut pas marcher. État démocratique et non pas oligarchie militaire. Est-ce que ça pourrait s'appliquer à notre réalité, aux aspirations du peuple algérien? Oui, mais ça revient à ce que... Tous les oligarques de tous bords. Toujours à la légitimité populaire. Oui. Bon, maintenant, chacun peut entendre ce qu'il veut de la légitimité populaire. Mais l'essentiel de l'essentiel, et toute cette révolution, me semble-t-il, c'est la légitimité populaire qui doit primer sur toutes les autres légitimités. Tout à fait. C'est pour ça que le Hirak, dans son immense intelligence, parle d'un processus constituant. C'est pour régler tout ça, au moins, de jure. Et que qu'est-ce qu'on reproche finalement Il faut faire la différence aussi entre l'institution militaire qui nous représente tous et un certain nombre de militaires. Pourquoi nous représente tous? L'armée, notre armée, il y a des djounoud. Elle ne devrait pas nous représenter. Non, c'est-à-dire elle devrait nous servir et être. Non. Pourquoi nous représenter? Ce n'est pas une institution législative. Ce n'est pas une. Pourquoi elle devrait nous représenter? L'armée, de toutes les façons, le soldat, parce que vous avez c'est le mot du soldat. Oui. Le soldat nous représente. En temps de guerre, c'est lui qui représente l'État, c'est lui qui représente la nation. Sur le champ de bataille, c'est le soldat qui représente. Tout à fait. Et ça, j'ai cité Raymond Aron. Et en temps de paix, sur le jeu international, évidemment, c'est le diplomate. C'est le diplomate qui représente l'État et qui représente la nation. Moi, je suis désolé, ce n'est pas parce que ça a été dit par un grand monsieur. Pour moi, même en temps de guerre, le soldat ne représente pas le peuple, puisque en temps de guerre, il y a proclamation de l'état de guerre et rappel sous les drapeaux de tous les citoyens en âge et en état de porter les armes. Donc, c'est ça le peuple. Et donc, le soldat défend le peuple, sert le peuple, mais il ne le représente pas. Mais sur le champ de bataille, il le représente. Non, c'est lui qui représente la nation. Parce que c'est ouvrir un peu la porte, justement, à ce genre d'interprétation que l'armée est là pour représenter le peuple. L'armée est là pour... Dans des situations exceptionnelles, comme c'est le cas de la guerre, il est évident que ce n'est pas les civils, bon, sauf s'il y a une mobilisation générale. Mais toujours est-il, nous devenons nous-mêmes des soldats et nous représentons par la même la nation. On va dire le pays, la nation, pour éviter la notion de peuple. Voilà. Alors, pourquoi M. Chengueriha... D'abord, est-ce que quelqu'un peut nier le fait que, moi je ne dirais pas l'armée algérienne, je dirais les chefs de l'armée, je dirais peut-être même plus, je dirais la junte ou l'oligarchie militaire. Ça veut dire les gens qui commandent à l'armée et qui ont pris l'armée en otage. Est-ce que nous pouvons dire de ces gens-là qui ont la réalité du pouvoir politique en Algérie? Pour moi, à mon sens, l'armée gouverne sans gouverner, en fait. C'est la pression de l'armée dans les institutions qui fait qu'ils ont le pouvoir réel. L'armée, c'est pas simplement intervenir sur les institutions, intervenir au Conseil des ministres, intervenir. Mais c'est d'autant plus pernicieux. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que l'armée gouverne, mais elle ne peut pas gouverner seule. Elle a besoin d'une façade civile, comme on l'a souvent dit. C'est ça qu'il faut couper. Comme c'est le cas aujourd'hui, par exemple. Évidemment. Quand Gaïd Salah a choisi Tebboune, ce n'est pas le peuple qui a choisi Tebboune, c'est Gaïd Salah. Et donc Gaïd Salah avait la réalité du pouvoir sur Tebboune, qui était son obligé. Évidemment, parce que l'élection de Tebboune, pour moi, de M. Tebboune, est frappée d'une double peine.
Elle est à la fois... De nullité. De nullité, oui, exactement. Illégitime et illégale. Et puis même, fort de ça, il ne peut engager le pays vers des réformes de ce type. Quand on parle de la Constitution, le peuple a été, on n'est pas conscient de ça, mais le peuple a été dépossédé de son pouvoir souverain de constituant. On n'en parle pas assez, M. Benchenouf. Ça, c'est gravissime. Vous voyez le président Tebboune à son discours à l'Assemblée générale de l'ONU, où il expose nos problèmes internes et fait son plaidoyer pro domo sur les réformes qu'il est en train d'initier. On aurait attendu de lui qu'il nous parle de la crise du Sahel, de la crise en Libye, de la sécurité en Afrique du Nord, en Méditerranée, avec toutes les crispations qu'on a. Non, c'est pathétique. En plus, c'est un président esselé. Il n'a pas de parti politique. Il n'a pas de corps intermédiaire. Il n'a pas de personnel. Et il préside, en dépit du bon sens, si on fait son bilan étape, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et ajouter à cela, je vais être déprimant peut-être pour les téléspectatrices et téléspectateurs, crise financière. Crise économique, crise morale, crise sanitaire, crise au niveau des universités. Crise de légitimité. C'est la première dont on avait parlé. Donc, si vous voulez, c'est vraiment... le peuple est en train, nous tous, on est en train de souffrir, on est accablés par la souffrance. Nous allons revenir dans la déclaration de Tebboune. Mais, Brahim Younsi, est-ce que nous pouvons dire que l'armée n'a pas la réalité du pouvoir à partir du moment que c'est elle qui désigne le chef de l'État, que c'est elle qui contrôle les pouvoirs, que c'est elle qui nomme les principaux titulaires aux principaux postes du pays, et surtout à partir du moment que c'est elle qui règle, qui régit, qui gère et qui module la rente. Parce que nous ne sommes pas en démocratie et que la désignation, j'allais dire, aux fonctions électives n'existe pas. Il n'y a pas de fonction élective qui fonctionne normalement et qui est issue de la volonté populaire, de la volonté du peuple. Ça n'existe pas. Donc notre système se fonde sur la force. Et la violence. Oui, la violence et la force se fondent sur la force. Et seule l'armée dispose de la force. C'est la raison pour laquelle elle est omniprésente et conquérante. C'est-à-dire qu'elle use de la force pour prendre et garder, surtout pour garder le pouvoir, puisqu'elle l'a pris depuis 62. Oui, si vous voulez. Vous n'allez pas très d'accord parce que vous êtes même belliste. Donc, bon. Oui. Sinon, je n'aurais pas rejoint Pour rassurer Brahim, elle n'a pas pris depuis 62, elle l'a pris bien avant. Oui, mais c'est l'armée qui a installé Ben Bella au pouvoir, l'armée des frontières. Mais c'est un autre sujet, on n'en a pas nous. C'est d'une complexité causale. Mais on ne va pas y aller, on va rester... Il y a des témoignages, Brahim. Oui, non, de toute façon, il y a des mémoires qui s'entrechoquent. Ah non, mais c'est clair. C'est des mémoires. Moi, c'est les archives sur la base de l'historiographie. Non, mais même sur les historiographies. Oui. C'est parce que nous n'avons pas réellement une historiographie crédible que nous sommes dans la situation où nous sommes. Tout à fait. C'est très important. Est-ce que c'est l'armée qui désigne les chefs d'État en Algérie? Oui. Est-ce que c'est l'armée qui a la réalité du pouvoir, du seul pouvoir, ou est-ce qu'elle le partage avec d'autres centres d'influence ou de pouvoir? Non, elle a la quasi-totalité du monopole du pouvoir. Elle le détient. Oui, allons-y. Oui. C'est que ceux qui s'adonnent à la prébande, on va dire, parce que, inévitablement, il y a évidemment des généraux corrompus, ils ont besoin d'une oligarchie civile, d'une bourgeoisie comprador. Ils ne font pas ça, mais ils détiennent la réalité du pouvoir. Moi, c'est ce que j'ai appelé il y a une dizaine d'années cette corruption régalienne. Oui. Régalienne. Et vous pensez que la bourgeoisie comprador dispose d'un quelconque pouvoir? Moi, je suis intimement convaincu que... évidemment, vous savez, ces histoires de prête-nom, c'est pas moi qui l'ai inventé. Oui. Moi, je suis pas là si vous voulez, à détricoter le système, leur système du moins. Mais les militaires seuls, au-delà de leur domaine d'activité, ont besoin d'une oligarchie comprador pour aller... Pour blanchir leurs sous, mais pas pour contribuer au pouvoir. On a vu avec l'emprisonnement de Ali Haddad et des autres milliardaires en dollars mais il faut bien que même Rabaraba, avec les ennuis qu'il a eus, que ça ne pèse rien sur le plan politique.
Ils sont là un peu pour blanchir l'argent volé, ils sont là un peu pour prêter leur nom aux véritables propriétaires. Mais de là à dire qu'ils ont une partie du pouvoir, Non. moi je ne suis pas d'accord. Non, ils exercent une partie du pouvoir, mais à un moment donné, je crois qu'il faut rafraîchir la mémoire. Monsieur Ali Haddad était vraiment Premier ministre bis à un moment donné. Oui, Vous voyez son voyage en Chine. Son comparse, son exactement, complice, donc, son associé. Mais moi, je mais suis la d'accord avec dualité, vous. oui, mais la dualité état-major de l'époque et ce groupe, non, moi j'ai dit que ceux qui s'adonnaient à ce genre d'affaires scabreuses, on va dire, ne peuvent pas rester uniquement dans leur domaine d'activité. Ils ont besoin d'un exutoire politique. D'un exutoire politique et d'avoir des oligarques qui sont à leur botte et qui voilà. Mais l'oligarque, à ce moment-là, il exige d'avoir de la puissance politique, de la puissance d'intervention. Il n'y a pas d'oligarque dans le sens vrai du... Si vous me parleriez d'oligarques en Russie, vous me parleriez de la bourgeoisie comprador dans les pays occidentaux qui ont une réalité du pouvoir à travers la presse, à travers les banques, à travers la... Mais ça, c'est un autre système. J'aurais compris. Mais en Algérie, ce ne sont... Moi, personnellement, je considère... Quel que soit le rôle donné à cette oligarchie, parce qu'elle existe. Souvenez-vous du mot de Yahya, vive l'oligarchie. Bon, il ne pouvait que le dire. Mais en dernière instance, c'est l'armée qui décide. Ah non, c'est évident. C'est la décision politique est prise par l'armée en dernière instance. Que ce soit le choix... Au point, elle peut prendre l'homme le plus riche d'Algérie, le mettre en prison comme si elle avait mis le dernier vaurien. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. L'affaire Ali Haddad, par exemple. Hein, c'est très clair. Du jour au lendemain. N'importe quel homme politique, même muni de son immunité parlementaire, peut être inquiété, peut être mis en prison sans lever de son... Et justement, par l'occasion, Qadi Ihsan, l'un des rares journalistes intègres et obstinément libre, qui refuse de se laisser enfermer dans l'autocensure, celle que pratiquent la plupart de nos journalistes dits libres, dits indépendants, il vient d'être convoqué par la gendarmerie de Babjdit. Et donc il faut s'attendre probablement à d'autres suites du genre Dararni, à Dieu ne plaise. Alors, dans ce cas, Brahim Younsi, comment M. Chenguereha, le chef d'état-major, où a-t-il été chercher le culot phénoménal de déclarer au New York Times, qui est un journal très bien renseigné, que l'armée algérienne n'a aucun pouvoir, qu'elle est neutre, qu'elle n'a pas été formée pour faire de la politique. Expliquez-moi un peu, Brahim Younsi, expliquez-nous. Lamartine disait que l'Allemagne était le pays des hallucinations. Or, je découvre que nos généraux sont dans le pays des hallucinations. C'est de la fiction. C'est incroyable. Ben oui, pourquoi s'est-il cru obligé de sortir une telle outrance? Pourquoi n'a-t-il pas dit non, nous essayons d'accompagner le pouvoir? Quelque chose qui ressemble un peu. Mais aller dire qu'elle n'a aucun pouvoir, qu'elle est neutre, que l'armée n'a pas été formée. On sait qu'elle ne sait pas faire de la politique. Mais elle l'a fait. Mais les commentaires qui ont été faits, précisément par les journalistes du New York Times, ils n'étaient pas dupes. Pas du tout. Ils n'étaient pas dupes. Bon, ils l'ont laissé par correction, par politesse, disons, s'exprimer. On ne sait pas qu'est-ce qui a été convenu entre le New York Times et le pouvoir d'Alger. Illégitime. Nous ne le savons pas, moi je ne le sais pas. Mais ils les ont laissés s'exprimer. Mais ils les ont laissés s'embourber, y compris sur le plan conceptuel. Ils les ont laissés totalement s'embourber. Le monde entier sait que l'armée, l'ANP, c'est elle qui décide. C'est elle qui décide et c'est elle qui la maîtresse Je vous demande une réponse. Est-ce que c'est l'armée qui a désigné M. Tebboune au poste qu'il occupe en ce moment? Mais il n'y a aucun doute à cela. Il n'y a aucun doute. C'est même pas une question. Non, c'est pas une question. Il n'y a aucun doute à cela. Non, par rapport à ça, il y a... Bon, l'armée, c'est le cœur nodal du pouvoir. C'est le cœur nodal. C'est le pouvoir. Ça ne peut pas être autrement. C'est comme ça. Le souci, c'est que l'armée doit prendre conscience qu'elle doit entamer sa mutation. C'est ça le souci. Il faut qu'elle se mette en phase. Pardon, je vais répondre aussi sur la question du New York Times. Quand on lit l'article du New York Times, c'est un article qui ne nous apprend rien, Brahim.
Que ce soit clair. Mais il a Cependant, le mérite oui, il a le de dire mérite les d'avoir choses. dit, ce qu'on a retenu, c'est que la condamnation par M. Tebboune de M. Drarni en traitant Trabarji a devancé la justice. Ça, c'est un. Oui. Et de deux, quand M. Chengriha a dit l'armée ne fait pas de politique, moi, pour moi, c'est un vaudeville, je veux dire, de mauvais effets. Et pour moi, cet article n'apporte absolument rien. Bien au contraire, c'est contre-productif pour les dirigeants actuels du pays. Pour les dirigeants. Ah oui, mais New York Times a eu le mérite de dire les choses. Il a dit que, très vraisemblablement, il n'y a pas eu plus de 10% de participation aux élections. Ouais. Il a dit que M. Drarni est un journaliste qu'il a interviewé Tebboune lui-même et Macron. Il a dit que M. Tebboune a été en colère parce qu'on lui a posé la question. Oui, oui. Et il a dit que M. Chengriha a dit non, l'armée ne fait pas de politique. Les journaux français habituels qui servent la soupe, à qui on sert la soupe, ne le disent pas. Hein. C'est la première fois que je vois un article étranger de cette teneur et de ce courage. Il y en a certaines Françaises qui sont pas en choc frontal, qui décrivent la vérité telle que le New York Times l'a évoqué. Le souci, c'est que, d'abord, quel est l'impact? J'en connais pas. Je ne vois pas où est l'impact de cette communication, le fait d'avoir donné cette interview, dans quelles conditions, et je ne comprends pas. Moi, pour moi, bon, c'est rien. Pour moi, c'est anecdotique. Franchement, c'est anecdotique. Alors, M. Tebboune, au même journal, a déclaré des choses incroyables. Hein. Je suis en train de construire la nouvelle Algérie, une nouvelle économie, et surtout, il a dit, il n'y a plus de Hirak. Que reste-t-il du Hirak? Avec un mépris affiché qui a été relevé par les journalistes. Ça, oui, c'est la seule. Alors, voilà. Est-ce que le Hirak est fini, comme le dit M. Tebboune, M. Brahimi aussi? Il va finir le travail. C'est-à-dire? Il va aller, comme dirait, pardonnez-moi encore une citation, Goethe, préserve-toi ou persévère sur le même but, ça te sauvera. Donc le Hirak, comme vous dites, cette révolution, elle continue. Et, elle est loin d'être finie. Parce qu'elle est loin d'avoir abouti à son but, arrivé à son but. C'est celui, il faut le dire, de la chute de ce régime. C'est d'aller vers un régime démocratique, un régime qui repose sur la légitimité populaire. Nous sommes encore loin de cela. Ça, c'est une réalité irréfragable. On ne peut pas dire nous avons remporté la guerre avant de l'avoir gagnée. Il y a encore beaucoup de pas à franchir pour pouvoir atteindre cet objectif primordial, cet objectif que cette révolution s'est fixé, c'est celui de la légitimité, d'instaurer la légitimité populaire, d'aller vers la volonté du peuple. Quant aux rêves, aux hallucinations, pour reprendre le terme de Lamartine, c'est de l'autre côté que cela se passe. Le déni, moi je dirais. Oui, non, c'est un déni, carrément. Ouais. C'est de l'autre côté que ça se passe, sachant pertinemment que le pouvoir, qu'il y a eu une secousse sismique à l'échelle 9 de Richter. Le pouvoir il est en situation de tomber. Parce que cette révolution a été vraiment une secousse tellurique très très forte. Le problème, c'est le calcul de la trajectoire de cette révolution. On n'y est pas encore. On ne peut pas rester dans des déclarations génériques. Moi, je souscris tout à fait à ce que dit Ibrahim. Le pouvoir, moi, je ne dirais pas qu'il est en voie de tomber. Il ne peut tomber que s'il y a un réceptacle, un pendant, une alternative. C'est comment construire... La chose qui le fait tomber. Oui, voilà. Comment construire cette alternative? Quelle réponse nous donne le pouvoir? C'est de la violence, c'est de la répression et de la brutalité. Il n'y a pas d'autre réponse. Est-ce qu'il y a une offre politique? Le Hirak dit processus constituant. Lui, il va vers cette réformette de la Constitution qui, en plus, redonne des droits divins au président de la République. C'est pas possible, il y a un souci là. Et après, il se revendique du Hirak. Moi, le Hirak ne risque pas, mais je pense qu'on doit, Brahim l'a évoqué très justement il y a quelques mois,
quand il parlait de ce Covid-là, cette aubaine pour le pouvoir, il a profité. N'oubliez pas une chose aussi, excusez-moi, c'est que le pays est complètement fermé. Il n'y a pas d'échanges commerciaux, il n'y a pas d'hommes d'affaires qui viennent, il n'y a que les vols nationaux qui fonctionnent, c'est un pays statique, il y a la crise qui est là. Qui fonctionne quasiment en autarcie. Exactement. Et fort de ça. Même les journalistes ne sont pas autorisés, à moins de montrer patte blanche. Oui. Hein. Et ce qui va aggraver les choses, c'est qu'il va y avoir des forces antagonistes, à la fois à l'intérieur du système, parce que fatalement, il y aura un déséquilibre à un moment ou à un autre. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que l'opposition est aphone, elle est atone. Oui. Le peuple est là. Moi, j'ai toujours dit que le Hirak était un moyen de pression. Un moyen de pression fabuleux. Ils ne sont pas prêts de s'arrêter, les jeunes du Hirak. Mais les jeunes qui sont sortis le 5 octobre, qui ont étonné tout le monde, parce que personne ne s'attendait à une telle reprise du Hirak dans plusieurs villes d'Algérie. Ce n'était pas des manifestations par millions, comme d'habitude. Oui. Mais c'était quand même beaucoup de manifestations assez nombreuses, assez denses. C'est une preuve de conscience et de vitalité. Et qui annonce pour le vendredi prochain, ça circule sur les réseaux sociaux, la reprise effective du Hirak à un niveau national. En plus, il y a certaines personnalités, parce que si on met le périmètre et les éléments pour avoir quelques outils de compréhension sérieux et avoir la bonne grille de lecture. Moi, je l'ai dit et je le répète encore une fois, le Hirak a besoin d'images nouvelles. Il faut qu'elles arrivent. Il y a un problème d'outils. Comment allons faire? Vous avez évoqué la désobéissance civile, il y a d'autres formes aussi de résistance. Et ensuite, quelle va être la méthode? L'idéal, c'est que ce soit une méthode négociée. Vous l'avez dit encore tout à l'heure, M. Benchnouf, il ne faut pas que ce pouvoir, et à travers le pouvoir, on parle de l'état-major, soit sourd à la demande du peuple, à cette jeunesse, c'est pas possible. Mais comment y arriver? Sur quelle base? Et est-ce qu'on peut y arriver, Brahim Younsi? Est-ce qu'on peut continuer sur cette lancée, à supposer même que le Hirak reprenne aussi fort qu'avant le Covid? Est-ce que... je vais vous redonner la parole. Non, oui, allez-y, pardon, excusez-moi. Je pose juste ma question et je vous laisse reprendre la parole. Est-ce que nous pouvons continuer à ce rythme sans représentation du Hirak, sans élite déclarée, sans représentant dûment désigné, délégué par le peuple? Et je vous laisse finir avant de laisser Brahim. Il faut juste rappeler que Brahim avait dit il y a quelques semaines, peut-être même quelques mois, au début de Covid, c'est que les élites, il me semble-t-il, hein, si tu me corriges après, n'ont pas pensé n'ont pas, si tu veux, exercer leur intelligence et la mutualiser pour penser cette discontinuité, sortir post-Covid avec quelque chose qui serait rassembleur. Puisque il n'y a pas de marche. Il n'y a pas de transhumance. Tizi ne va pas marcher à Alger, Alger ne va pas marcher à Tipaza, etc., etc. On aurait pu, dans des groupements locaux, je traduis la pensée de Brahim, excuse-moi, et essayer de faire, de travailler les wilayas, etc., etc., pour ensuite, post-Covid, il a dit en une phrase, il a dit, on n'a pas pensé cette discontinuité que le destin nous a mis en face. Pardon, non, je t'en prie, merci. Effectivement, ça aurait été utile. Tout à fait. Ça aurait été utile. De penser effectivement cette discontinuité. Aujourd'hui, on ne sait pas comment reprendre et par où reprendre. On reprend les mêmes espaces, c'est-à-dire qu'on est en train de reconquérir les mêmes espaces. Avec les mêmes slogans, les mêmes aspirations déclarées. Absolument, absolument. C'est déjà très bien. Oui. C'est déjà très bien. Je pense qu'à l'intérieur, il y a des gens qui réfléchissent à cette situation-là. J'en suis persuadé. J'en suis persuadé. C'est qu'il faut peut-être, Brahim, excuse-moi, peut-être ouvrir, il faut peut-être reparamétrer certains paramètres du Hirak. C'est inévitable dans la continuité de ta pensée. C'est normal qu'il y ait un reparamétrage, un reparamétrage de la situation. Ça s'impose. C'est normal. Mais ce qui me paraît, pour revenir au discours, à l'entretien de Tebboune, celui de Chenguelaha était clair, carré, militaire. Mais de Tebboune. Et très court. Oui, voilà, et très court. Et de Tebboune. Ce qui dénote une panique générale. Parce qu'il était dans des généralités. Comme d'habitude. Des généralités où il est en train de créer un modèle. Nous construisons ici un nouveau modèle. Oui. Il ne sait pas même une nouvelle économie. Oui, une nouvelle comme ça, économie, en un claquement de doigts. Etc. Oui. Cela veut dire que l'homme est dans le brouillard, il est il ne sait pas où aller.
Il ne sait pas où il est. C'est la raison pour laquelle, et le Hirak en plus, quand il revient, je dis Hirak, et le Hirak revient et il panique davantage. Il panique davantage. D'autant qu'ils ne savent pas encore les cibles que vise la révolution. Parce qu'il y a des cibles qu'il faut viser. Et certainement que ceux qui pensent cette révolution à l'intérieur ont déjà choisi les cibles qu'il faut absolument atteindre. Sans atteindre ces cibles-là, moi j'en ai quelques-unes en tête, je ne vais pas les dire ce soir. Je ne vais pas les dire ce soir. Quelques-unes en tête. Et ce sont ces cibles-là qui vont être visées, qui sont visées. Et c'est la priorité pour donner une avance à cette révolution. Si on n'atteint pas ces cibles-là, c'est vrai, tu as raison, que la révolution va, disons, tourner en rond, mais elle aboutira à un moment... Ce ne sera jamais plus comme avant, de toutes les manières. C'est une évidence. Est-ce que le Hirak pourra faire l'économie d'une élite qui le représente? Non, non. Et forcément qu'il faut absolument qu'il y ait une... Il faut maintenant un saut qualitatif, M. Benchenour. Il faut absolument qu'il y ait une élite, non pas pour le représenter, mais pour penser. Elle pourrait le représenter éventuellement. Oui. Mais avec le pouvoir que nous avons, et tu viens de le dire, ce pouvoir, je ne sais pas s'il est dans la négociation. Je ne sais pas. Parce que ce n'est pas son ADN. Il ne l'est pas. Oui, il n'est pas. Il ne l'est pas. Il y a péril dans la demeure. Il ne l'est pas furieusement. Mais c'est lui. Mais c'est lui. Parce que pour moi, Brahim, il y a ce consentement naturel que le pacifisme des hirakistes, ce consentement à l'autorité risque de rompre Brahim. Oui. Je ne sais pas si tu vois. Oui, mais à un moment donné. Oui, pardon. La faute à qui? La faute au pouvoir. Parce qu'il s'est montré toujours... Oui, entièrement d'accord. C'est pour ça que je demande la mutation. Ce pouvoir à la nuque raide. Et il veut absolument faire passer les choses par la force. Et lui, et malgré tout ce que nous avons entendu, tous les qualificatifs de Tebboune et des autres, de la passivité simulée pour moi de l'armée, après c'est parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que quand on donne la troupe, on ne sait pas avec qui la troupe va se ranger. Oui, mais elle est simulée. Ouais. Cette passivité est simulée. Quand on arrête un journaliste aussi connu que Khaldrarni ou Qadi Hassan, par exemple, quand on touche à... Il n'est pas arrêté encore, il est convoqué. Enfin, il est convoqué, même convoqué. C'est-à-dire que le pouvoir en place est dans la répression. Il ne peut pas céder 1 centimètre carré d'espace. 1 centimètre carré d'espace. C'est-à-dire que la révolution réagira d'un moment à l'autre. C'est clair, oui. Et à Dieu ne plaise, peut-être de façon violente. C'est ça ce que je disais, la rupture du consentement à l'autorité. Le souci, en plus, c'est que cette constitution qui a été élaborée, théorisée dans des laboratoires, mais c'est frustrant pour le peuple algérien. Mais là, le peuple algérien, il lit, il est ouvert aux médias, il est ouvert aux réseaux sociaux. On ne peut plus, j'emploie un mot des jeunes, là, lui faire à l'envers. Ce n'est plus possible. Ça, ce n'est plus possible. Et quand il parlait d'élite, moi je dis souvent, un peuple est charrié par ses élites. Même si elles ne vont pas, des élites qui pensent. Et le peuple, qu'est-ce qu'il veut? On peut le résumer en une phrase. Il veut un avenir choisi, pas un avenir subi. C'est très simple. Absolument. Et à ce moment-là, mais les gens qui nous dirigent, comprenez-le. Alors qu'aujourd'hui, avec cette pseudo-constitution, qu'est-ce que nous propose le pouvoir en place? Nous allons y arriver, Brahim aussi, tout de suite. Nous allons voir quelques images de la réaction du régime à travers sa police. Ils ont arrêté des dizaines, voire des centaines de gens. Ils ont saisi des centaines de téléphones de gens qui filmaient. Ils ne voulaient pas que les images circulent, surtout à l'extérieur. Et vous allez regarder comment se comporte la police face à des manifestations très pacifiques. Regardez. Tous les téléphones quasiment ont été saisis. La Constitution, qu'est-ce qui risque de se passer, Brahim Younsi? Et pourquoi les Algériens n'ont-ils pas commencé déjà, dès lors, à s'organiser
boycott massif, désobéissance civile, opération ville morte, on ne sait pas encore. Bon, ils décideront, à mon avis, le moment opportun. Le moment opportun. C'est que le pouvoir nous propose un jeu, le jeu du oui ou non. C'est ça, c'est à ce jeu-là qu'il joue. Alors que nous avons l'habitude de jouer au ni oui ni non. C'est ni oui ni non. Et les Algériens sont dans ce jeu-là. C'est le jeu du ni oui ni non. Nous ne voulons ni participer ni de votre constitution. C'est clair, le référendum a déjà lieu. Mais ça a été le cas pour les présidentielles. Tout le monde a remarqué que les bureaux de vote étaient vides, que même la télévision publique, celle du régime, qui est souvent très zélée à retransmettre les images de 4 chats en train de voter, n'a rien retransmis du tout, donc il a confirmé qu'il n'y avait personne. Et malgré ça, ils nous ont dit qu'il y a eu 40% de votants. Qu'est-ce qui les empêche de refaire la même chose? Et pourquoi, justement, ne pas opter pour une solution genre ville morte? Ça veut dire qu'il n'y a personne dans la rue, et là, ils ne pourront pas tricher. Oui, le problème, c'est Monsieur Benchir, pardon, Brahim. Vas-y. Le problème, c'est que nous l'avons évoqué déjà pour le 12-12, quand on a dit quelles vont être les méthodes. Moi, j'avais même dit, en fonction des réalités de chaque région trouvera les moyens de résistance, et en restant toujours pacifique. Oui. Ça va se reproduire, mais le pouvoir, il a son agenda. Il a ses clientèles, parce qu'il en a quelques-unes. Il a ses relais. Il a ses relais. Surtout à l'intérieur du pays profond. Oui, surtout. Oui. Il a les corps constitués. Et en plus, il détient, comme dirait Weber, la force légitime de répression. Oui. Donc, fort de ça, lui à la contrainte. limite, il est condescendant, il est méprisant, il s'en fiche. Il a sa feuille de route. Et ce qu'on oublie aussi de dire, c'est que les gens du Hirak devaient prendre en considération ça, et c'est passé inaperçu, c'est qu'il veut aller à des élections législatives communales avant décembre, fin décembre. Donc novembre, décembre, au plus début janvier. Alors si de facto, comme ça de manière mécanique, il arrive à la fin de la réorganisation, de la réélection de toute l'architecture institutionnelle telle qu'elle est mentionnée dans sa constitution, après, les schémas politiques et les adversaires politiques seront peut-être plus... voilà, ils sont capables de tout. Fomenter des listes d'indépendants. Regardez ce que fait son conseiller aux associations. Il a sillonné le pays au nom de l'argent des contribuables. Des associations qu'ils ont créées par dizaines de milliers ces derniers temps pour étoffer un peu le... Quand ils nous annoncent toute honte due, qu'ils ont reçu entre les personnalités politiques, les partis politiques et les associations, 5218. Excusez-moi si je me trompe sur le chiffre, mais c'est dans cet ordre-là. Oui. Mais c'est sidérant. Alors, une dernière question, nous arrivons à la fin de l'émission. Sur cela, sur cela. Je crois qu'on est loin, mais on est quand même, on sent notre terre. On sent la terre. Oui. Je crois que le pouvoir se trompe totalement par ce jeu-là. Parce que les solidarités ont changé en Algérie. Elles ne sont plus ces solidarités organiques. Aujourd'hui, les solidarités sont mécaniques. Organiques et de pure façade. Oui, mais disons que ces solidarités organiques... Intérêt clanique, objectif limité. Voilà comment ça fonctionne. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. C'est des solidarités mécaniques. Dès qu'un des Algériens se fait arrêter dans le fin fond de je ne sais quel bled, il a immédiatement une transrégionale. Parce qu'il y a un relais qui n'existait pas, celui des réseaux sociaux. Oui, d'une part, mais c'est au-delà de ça, c'est la réaction. C'est évident. C'est l'action. Oui. C'est l'action des gens. Ils sont rentrés dans une sorte de mécanique, de réaction inconditionnée. Absolument. C'est Durkheim qui passait de la solidarité mécanique à la solidarité organique. Mais nous sommes en train de faire l'inverse. Nous revenons à la société traditionnelle. Et c'est ça aussi ce qui est en train de se passer dans notre pays. Alors, il y a une dernière question. Je vous demanderai d'aller assez vite parce qu'il ne nous reste plus de temps. Le régime fait tout pour opposer les Algériens les uns aux autres. Et tout particulièrement contre les régions les plus contestataires, la Kabylie notamment, le centre du pays, Oran, Annaba, le Borj, quelques localités qui sont plus à l'avant-garde de la contestation que d'autres. Et il essaye de se servir de tous ces relais dans le pays profond, qui est déshérité, qui est enclavé, qui est très pauvre et qui est surtout sous le contrôle des potentats locaux,
des organisations de masse, comme les anciens Moudjahidines, l'UJTIA. Non, ceux-là, ils sont en silence radio, vous l'aurez remarqué. Hein. Et là, comment faire pour que le régime ne réussisse pas à diviser les Algériens, comme il est en train de le faire en ce moment? Je ne sais pas s'il va y réussir, mais en tout cas, il est en train de l'entreprendre. Brahim aussi, puis Laurent qui aura le mot de la fin. C'est sûr que sans ces agents, et agents, je veux dire ceux qui activent, pas des agents de la police ou du DRS ou des choses comme ça. Ceux pas qui organiques, mécaniques. Ceux qui agissent en faveur du pouvoir pour de multiples raisons. Parce qu'il aura de multiples intérêts. Absolument, et de multiples intérêts. Voilà. Bon. Sans cela, les Algériens sont dans l'action révolutionnaire dans l'ensemble du pays. Moi, je ne crois pas... Mais pas avec la même intensité. C'est-à-dire, on essaye de parler vrai. Oui, mais l'intensité... quand vous voyez, par exemple, dans les villes de l'arrière-pays, du pays profond, dans le Sahara, les manifestations, c'est quelques dizaines de gens. Dans le centre, en Kabylie, à Oran, à Annaba, ce sont au moins des dizaines de milliers. Oui, ce n'est pas des centaines de milliers, ce n'est pas des millions. Ce n'est pas la même topographie. Ce n'est pas la même topographie. Oui, très certainement. C'est là où je disais, Ibrahim, rappelle-toi, quand je t'ai dit il y a 3 types de population. Tu m'as dit non, il y a un seul peuple. Là, je suis d'accord. Oui, mais les besoins des personnes des hauts plateaux ne sont pas les mêmes que celui qui est juste derrière, dans le Grand Sud. Tout à fait, Et ceux du Nord, ils ont de l'électricité, ils ont de la mobilité, ils peuvent se déplacer, ils ont l'eau. Les hauts plateaux, ils ont un gros pastoral. Ça comme pastorale. ça? Vous pensez que c'est juste ça? Non. Et là, non, il n'y a pas que ça. Non, ce que je voulais dire, c'est que l'avantage du Hirak, il a connecté ces différents. Parce que les besoins exprimés ne sont pas les mêmes. Ni aussi bien sur le plan politique, parce qu'il y a les féodalités locales, il y a le tribalisme encore présent, etc. Absolument. Tribalisme, très important. C'est bon? Tu as terminé? Oui, non, vas-y. Oui. Concernant tu parles bien. Oui. Concernant cette histoire de manipulation et de dresser des Algériens contre d'autres Algériens, Saïd Gaït Salah Laïssé, ça n'a pas marché. Moi, je pense que la Kabylie est mûre aujourd'hui à retrouver toute son unité. Je le dis comme je le pense. Mais pour peu qu'on réponde aussi à ses principales préoccupations. Mais ça va venir dans le cadre de la transition. Deuxièmement, il y a une opération, 150 ou 160 intellectuels qui dénigrent les Kabyles, Parce qu'en fait, et je crois que vous avez dit une phrase tout à l'heure, il ne faut pas mettre la poussière sous le tapis, il faut parler de choses réelles. Le problème, ne pose pas problème maintenant. Je pense qu'il est un peu socialisé, un peu admis, les gens le revendiquent un peu partout. Ce qui pose problème, c'est le problème kabyle. Pourquoi? Parce que c'était des zones frondeuses et puis on a accolé plein de choses. Moi, je pense que la Kabylie est mûre aujourd'hui, elle ne se fera pas instrumentaliser par ce pouvoir. Non, mais ma question était comment faire pour désarmer cette stratégie de la division, de la discorde et même dans l'union de la détestation. Vous avez vu certaines vidéos, comme celle de personnes que je ne nommerai pas, qui appellent à la guerre civile, qui appellent les gens de Jijel à s'armer pour chasser les colonisateurs kabyles qui ont acheté les terres de Jijel. Alors que l'une des plus belles et grandes tribus, c'est les Koutama, berbères. Mais il n'y a pas que cela. Oui, tout à fait. Je pourrais vous citer aussi le système inverse. J'ai vu des postes de Kabyles qui sont passés pour des Arabes, qui appellent les Oranais à chasser les Kabyles d'Oran. C'est pour semer ça veut dire que ce n'est pas à sens unique. Ces méthodes ne sont pas à sens unique. Elles ne viennent pas que du régime. Alors comment faire pour ne pas permettre à ces gens de nous diviser à un moment où jamais les Algériens ne se sont autant solidarisés les uns avec les autres, et non pas pour des revendications sociales, mais pour des grandes aspirations politiques. Démocratiques. Soit dit l'avènement d'un État démocratique. Moi, je suis pour l'unité d'action de tout le monde. Ça paraît évident. Le pouvoir n'arrivera pas, je ne pense pas, sauf si il instrumentalise des groupes, des personnes pour essayer d'agresser et qui aurait disons, un effet boomerang. Ça n'arrivera pas. Ils y arriveront pas. Mais ce que je sais, c'est peut-être
qu'après, dans le cadre de la transition, se posera des problèmes pour le pays, de son architecture institutionnelle et de tout ça, quoi. Première chose, il nous faut absolument, parce que nous sommes différents idéologiquement, moi, c'est poser effectivement les problèmes et les poser de la façon la plus rationnelle possible. Ce n'est pas une dispute politique. Oui, ce n'est pas une dispute politique. Oui. Les poser rationnellement parce que ces questions-là se posent dans la société. Bien et évidemment. Il faut absolument déblayer le terrain. Et le déblayer intellectuellement, le déblayer conceptuellement. Le déblayer, absolument. Sur le plan théorique d'abord, c'est comme ça que ça se passe. Sur ce dont vous parliez tout de suite, moi aussi je suis comme dire, je ne crois pas. Je crois que si le pouvoir avait la baguette magique pour diviser les Algériens, il l'aurait utilisé, il l'aurait déjà fait. Parce que mais il est en train de le faire. Oui, mais il est en train de le faire au moment où il y a une rétractation de la révolution. Mais aujourd'hui, au contraire, la révolution revient. La solution serait que la révolution revienne dans tout le pays, que l'Irak revienne partout. Même si le nombre n'y est pas encore, mais c'est partout. Cette fois-ci, le 5 octobre, c'était quasiment partout. Oui. Monsieur Benchlou, juste pour terminer, pour dire à Brahim que c'est le pouvoir qui est en train de se rétracter parce qu'il n'offre pas de projet politique. Donc fatalement, les dissensions à l'intérieur du système vont être telles qu'il va se fragiliser. Il n'est pas interdit de penser qu'on puisse débarquer J'expliquais, quand je parle de la rétractation, c'est à cause du Covid, c'est à cause de la pandémie. D'accord, parfait. Et merci Brahim Younsi, merci Diroun Nourun, merci Tahar Khelfoun et pardon Tahar, j'espère vous revoir très bientôt pour pouvoir en parler avec vous. C'est dommage parce qu'on pardon aussi à Chaban Kassi qui était prévu pour une très intéressante intervention, mais qui malheureusement, à cause de ce que vous avez vu, ces interruptions et ces problèmes techniques, donc a dû reporter son intervention très probablement pour demain, Inch'Allah. Merci à vous, chers amis, de nous avoir accompagnés. Pardon pour ce que nous vous avons infligé aujourd'hui de désagréments techniques, j'allais dire. Qawala khair, salama.